Bon, le temps que tu lances l'enregistrement, donc on est ravis de tous vous accueillir ce soir pour ce webinaire qui est organisé, on va dire, co-organisé par à peu près la totalité des sociétés savantes que je ne vais même pas énumérer tellement il y en a, qui ont participé à l'élaboration de ces recommandations pour la pratique clinique portait sur le cancer du col de l'utérus, qui seront bientôt publiées, qui sont nos recommandations françaises et qui sont donc peut-être un petit peu plus adaptées parfois à notre pratique clinique française que certaines recommandations internationales. Alors c'est un programme qui est assez riche parce qu'on va partir de l'aconisation de stadification initiale par Geoffroy Canlor, qui est expert et qui est très impliqué dans la société de colposcopie sur les sujets. Ensuite, on va avoir une présentation, on va dire, un petit peu polémique de Alejandra Martinez, qui va nous parler de la stadification ganglionnaire pelvienne et lombo-aortique et qui est actuellement à le lead sur un PHRC international sur le sujet. Ensuite, on aura malheureusement pas Vitold, mais heureusement Lomna pour le remplacer pour le traitement chirurgical exclusif du cancer du col. Est-ce qu'on doit faire systématiquement une laparotomie? Et Vitold s'excuse très platement auprès de nous tous de ne pas pouvoir être présent, mais pour des raisons de santé. Ensuite, on aura Cyrus qui nous présentera la curithérapie sur est-ce que ça peut être une alternative thérapeutique dans les cancers du col de stade précoce, et il a une réelle expertise et un des leaders nationaux et internationaux sur le sujet. Ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir Laurence Gladieff, avec qui on a toujours grand plaisir à travailler, qui est notre, on va dire, oncologue référente nationale sur la prise en charge des patients qui ont un cancer du col métastatique et localement avancé. Puis après, on aura le droit à la super synthèse que vous ont préparé Lomna et Xavier sur toutes ces recommandations. Et donc, on va passer la parole à Geoffroy. Comme le disait Xavier, comme il risque d'y avoir pas mal de participants, on va privilégier les questions sur le chat et on fera avec Xavier le go-between entre l'orateur et les questions en les sélectionnant avec un principe de 10 minutes par présentation et 5 minutes de questions et de discussion. Si ça va à tout le monde. Eh bien, Geoffroy, qui sort tout juste du bloc avec son masque et son pyjama vert de la pitié, c'est à toi de nous présenter à quelle patiente proposer une conisation de stadification initiale. Et merci à tous de bien éteindre vos micros. Cyril, Et je m'applique à moi-même ouais, Cyril. Voilà, et j'allume mon micro. Voilà. Merci Cyril et merci Xavier. Alors, ah, Geoffroy, voilà, je te laisse partager. Voilà, c'est bon. On voit. parfait. C'est bon, vous Voilà, c'est voyez? parfait. Mais on te laisse la parole. 10 minutes de présentation, je lance mon chrono. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là, voilà, si nombreusement prévu. Donc moi, je vais commencer pour vous parler de à quelle patiente proposer une conisation de stadification, d'accord, dans la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Recommandation topo que j'ai eu la chance de préparer avec le docteur Claire Sanson, qui était chef de clinique chez nous. Alors, quand on parle de colonisation, en fait, il y a deux questions à se poser. C'est deux questions que l'on a répondues. C'est un, est-ce que la colonisation première, le fait de la faire avant autre chose, ça peut modifier la prise en charge? Et donc, est-ce qu'il y a un intérêt à faire une colonisation finalement à visée de stadification, qui serait plus pertinente que la simple biopsie et une IRM par exemple? Voilà. Et deuxième question, c'est est-ce que cette colonisation première, quand on dit premier, ça veut dire avant un autre traitement, ça veut dire hystérectomie ou radiothérapie, est-ce que ça peut avoir un rôle thérapeutique? Voilà. Et quel est donc l'impact de cette colonisation avant prise en charge sur le pronostic des patientes? Donc d'abord, on va commencer par la première question. La colonisation première peut-elle modifier la prise en charge via, est-ce qu'elle peut changer la stadification? Eh bien, en fait, la réponse est oui. Pour les stades 1A1, A, 1B1, eh bien, en fait, plusieurs études ont mis en évidence qu'il y avait une meilleure évaluation du stade FIGO et une meilleure évaluation du statut de la colonisation avec l'analyse anapath de ce morceau de col versus l'IRM et la biopsie, avec une meilleure sensibilité et spécificité pour justement prédire le stade FIGO définitif et
la présence ou non d'emboles, avec tout ce qu'on sait, ce que ça peut impliquer. On n'a pas mis en place de recommandations pour les stades 1B2, mais le fait de faire une colonisation pour les stades 1A1 à 1B1, ça permet de mieux stadifier la maladie. Voilà. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que chez une femme ayant un cancer du col de l'utérus, supposé à la biopsie, à l'IRM, à l'examen clinique de stade 1A2 à 1B1, il est recommandé de réaliser une colonisation diagnostique pour mieux définir le stade FIGO et le statut des emboles. Voilà. Au-delà, on n'a pas pu émettre de recommandations. Quand on regarde ce que ça représente et quel est l'impact finalement de découvrir des emboles sur une pièce de conisation, hein, qu'on ne pouvait pas avoir sur la biopsie, puisque je vous rappelle, les emboles, c'est quand on a des cellules tumorales qui sont dans les structures vasculaires à distance, quelques champs de différence en impact de la tumeur, et bien en fait, quand on fait la biopsie de la tumeur, on n'a pas forcément les emboles. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu plus large. Et bien en fait, les emboles lymphovasculaires, ça représente quand même 3 à 22% des stades 1 à 1, 11 à 43% des stades 1 à 2 et 30 à 60% des stades 1B1, 1B2. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable et donc il faut absolument se forcer à pouvoir diagnostiquer. Voilà. Et en quoi est-ce que c'est important de savoir qu'il y a des emboles ou pas? Eh bien en fait, le fait d'avoir un cancer du col à stade équivalent avec ou sans embole sur la pièce de colonisation, eh bien en fait ça change le taux de l'envahissement ganglionnaire qui est associé. Là, c'est ce que je vous montre sur la diapositive qui avait été justifiée par toutes ces études. Eh bien, pour les stades 1 à 1, à qui on a fait une colonisation et à qui on sait s'il y a ou pas des emboles, eh bien, en fait, on sait que quand il n'y a pas d'embole, il n'y a quasiment pas de risque d'avoir un envahissement ganglionnaire. Alors que pour les patients qui sont à un stade 1 à 1, donc supposés quand même de très bons pronostics, eh bien, dès qu'il y a des emboles, on passe à plus de 5% de risque d'envahissement ganglionnaire. Voilà. Et cette différence entre avec et sans embole, on la retrouve, vous voyez, pour tous les autres stades, 1 à 2, 1B1 et puis au-delà, avec, vous voyez, pour 1 à 2, ça passe aussi de moins de 2% de risque à quasiment, parfois pour les études, quasiment 25-30%. Voilà. Donc, on sait que la biopsie ne nous dit pas si jamais il y a des emboles. On sait que quand on fait une colonisation, on peut trouver des emboles dans 3 à 22% des cas pour les stades 1 à 1. Et on sait que quand il y a des emboles, eh bien en fait, on peut avoir jusqu'à 7-8% d'envahissement ganglionnaire. Donc c'est primordial d'avoir cette information. Voilà. Ça a aussi un impact sur l'évaluation de l'atteinte paramétriale, puisque vous voyez la même chose, hein, à stade équivalent, un A ou un BE, ou de 1 à B groupé, eh bien, le fait que l'on ait ou pas des emboles, et vous voyez notamment pour les stades 1B1, eh bien, en fait, ça change les choses, un risque ou pas d'avoir un envahissement des paramètres. Voilà. Et donc là, vous comprenez bien que le fait de savoir s'il y a des emboles, ça nous établit un risque d'avoir et ou un envahissement ganglionnaire, et ou une infiltration des paramètres, et que là, ça va changer, bien sûr, notre façon d'opérer les patientes en allant ou pas retirer les ganglions et en allant ou pas élargir notre hystérectomie. Voilà, donc ça, c'est primordial. Et puis, on sait aussi que les emboles, bien sûr, corrélés avec le fait de l'infiltration paramétriale et avec le savoir un impact sur la survie. Et vous voyez que la survie sans récidive et la survie globale, à stade FIGO équivalent, eh bien, sont bien moins bonnes quand on a des emboles que quand on n'en a pas. Voilà, avec les facteurs regroupés, bien sûr, que je vous ai dit. Voilà. Donc, la conisation première peut-elle modifier la prise en charge? Cette conisation à visée de stadification? Eh bien, la réponse est oui, puisqu'en nous apportant l'information de la présence ou pas d'embole, ça nous permet d'évaluer finalement la chirurgie qu'il faudra faire associer. La conisation première a-t-elle un rôle thérapeutique? Est-ce que le fait de faire ma conisation, juste au-delà de simplement m'aider à mieux définir le stade, est-ce que finalement ça va changer le pronostic de la patiente? Alors, on sait, vous savez tous qu'il y a eu le lac Trial qui avait mis en évidence que quand on faisait une hystérectomie par voie mini-invasive, qu'elle soit celluloscopique plus ou moins robot-assistée, eh bien en fait la survie était moins bonne que quand on le faisait par laparotomie. On s'était posé plein de questions et ce qui avait été discuté par les auteurs, c'était est-ce que finalement, ce ne serait pas la cause du manipulateur utérin? Est-ce que finalement, le fait de fermer la collerette vaginale avant l'hystérectomie, ça ne permettrait pas d'aider aussi les choses en chirurgie mini-invasive? Ou est-ce que finalement, de faire une conisation première, et ça veut dire d'opérer la patiente sans maladie résiduelle, eh bien, est-ce que ça ne changerait pas les choses? Voilà, c'était des réflexions qui avaient eu suite à cette. Et quand on regarde ce qui a été publié dans la littérature, dans des essais essentiellement rétrospectifs, comme je peux vous montrer, rétrospectif, il y en a quand même quelques-uns, eh bien, ce qu'on voit, quand on compare pour les stades 1A2 à 1B1, la survie sans récidive à 5 ans, eh bien, en fait, on voit qu'elle est meilleure dans le groupe de patients à qui on a fait une conisation
puis une hystérectomie, que dans le sel, qui ont eu une hystérectomie d'emblée, après uniquement la biopsie et l'imagerie. Voilà. Donc il y aurait peut-être un impact sur la survie à traiter les patientes en enlevant d'abord la maladie, la colonisation, et puis après de faire l'hystérectomie avec moins de maladies résiduelles. Et après, il y a eu les résultats qui ont été confirmés par l'essai SUCOR, qui a été publié en 2022, où là, on a regardé chez les patientes qui avaient des cancers FIGO 1B1, selon la classification 2009, et on a comparé les patientes qui avaient eu la conisation première avant l'hystérectomie élargie, qu'on a comparé RH radical hystérectomie, qu'on a comparé par rapport aux patientes qui avaient eu une hystérectomie élargie sans conisation. Il y a eu un appariement avec un score de propension, ce qui a permis d'avoir des groupes comparables dans les études et dans les deux groupes. Vous voyez, avec des taux d'embol qui étaient équivalents, des taux de chirurgie mini-invasive de la parotomie qui étaient les mêmes, avec l'appariement et le score de propension. Et bien en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus, enfin la conisation avant l'hystérectomie diminue de 65% le risque de récidive et de 75% le risque de décès, passant de, on va dire, 5% à 14% et de 1,6% à 7%. Voilà. Donc vraiment un impact, un bénéfice de cette conisation avant l'hystérectomie. Voilà. Et quand on regarde la survie sans récidive, la survie globale, pardon, la survie sans récidive, la survie globale, en fonction de la patiente a eu sa conisation, oui, mais a-t-elle eu une conisation ou pas avant? Eh bien, vous voyez que vous avez des bien meilleurs résultats dans le groupe conisation que dans le groupe non conisation. Voilà. Donc ça, c'est un essai qui est quand même très intéressant. Donc, place de la colonisation première, eh bien, chez une femme ayant un cancer du col de l'utérus de stade 1A2 à 1B1, il est recommandé de réaliser une colonisation diagnostique pour améliorer la survie sans récidive. Recommandation faible, qualité de preuve basse, parce que la puissance de ces essais n'était pas non plus formidable. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous ai montré. Donc, l'intérêt de la colonisation pour les stades 1 à 1B1, c'est pour la stratification, mieux apprécier le stade FIGO et mieux apprécier les emboles puisque le fait d'avoir des emboles va être corrélé avec l'envahissement ganglionnaire et les paramètres, et aussi à visée pronostique, puisque ça améliore finalement la survie sans récidive. Voilà. Et en fait, vous verrez, c'est pour ça que là, c'est moi qui ai repris, en fait, qui ai redessiné les recommandations, mais on a, que Xavier vous passera à la fin, donc je ne sais pas qui c'était fait, mais en fait, on a mis dans notre arbre décisionnel des patientes qui ont un stade 1B1, eh bien, la conisation de stadification et la chirurgie ganglionnaire de stadification dans un premier temps, ce qui nous permettra de mieux apprécier le groupe à risque, bas risque ou non bas risque de ces patientes, selon la présence d'embol ou d'infiltrat plus ou moins 10 mm, et de proposer, en fonction des risques, soit éventuellement la colpohystérectomie classique, mais avec une option vers une hystérectomie 5, par exemple, non élargie. Voilà. Donc vraiment, très important, la conisation dans la prise en charge des patientes présentant un cancer du col de l'utérus. Voilà, je vous remercie. Voilà. 9h48, c'est bon, 10 minutes. Voilà. Je ne sais Merci pas si vous avez des... beaucoup, Geoffroy. Il y a Ouais. une première question dans le chat. J'ai une patiente qui serait enceinte. Est-ce qu'on fait une conisation? Quelles sont les possibilités et précautions? Alors, colonisation et grossesse, possibilité. Alors, il faut vraiment éviter le plus possible de faire des colonisations pendant la grossesse parce que ça saigne énormément. Voilà. Donc, en fait, pour tout ce qui est lésions précancéreuses, donc lésions de haut grade du col, on va éviter de le faire. Et ce qu'on proposera, c'est de surveiller par colposcopie régulièrement au cours de la grossesse pour être sûr que, que la lésion n'évolue pas. Et on recontrôlera dans le postpartum pour éventuellement faire la colonisation. Donc, pour les lésions précancéreuses, on va éviter la conisation. Après, pour les cancers du col qui sont très avancés pendant la grossesse, logiquement, le traitement, c'est la radiochimiothérapie, curithérapie, ce qui n'est pas possible pendant la grossesse. Et là, une conisation, ça ne changera pas grand-chose. Donc, on n'avait pas émis de recommandations particulières, c'est à discuter au cas par cas. Et dans ce cas-là, pour les patientes qui souhaitent préserver leur grossesse avec un cancer du col localement avancé, est à discuter en RCP et en staff spécialisé une éventuelle chimiothérapie pendant la grossesse, puis une césarienne, puis la radiochimiothérapie, curithérapie après. Voilà. Mais bon, c'est vraiment des cas particuliers, on n'a pas mis de recommandation là-dessus. Et après, pour la patiente qui a un doute sur un petit cancer du col, peut se poser la question, effectivement, de faire une conisation en tout début de grossesse, mais c'est vraiment des cas vraiment bien particuliers, avec des risques hémorragiques très importants, avec des techniques particulières, avec un cerclage qu'il faut faire avant, donc c'est à discuter éventuellement, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est vraiment, vraiment très particulier, quoi. Voilà. Alors,
Sur les stades précoces, finalement, Geoffroy, chez qui il faut ne pas faire de conisation? Alors, attends, je vais revenir sur mon. Non, parce que je veux le lire, mais juste pour que je vous montre. Voilà, comme ça, tout le monde l'a sous les yeux. Voilà. Donc, vous le voyez bien. Alors, bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a recommandé, vous voyez, la colonisation de sedification pour les stades 1B1. Voilà. Pour les stades 1 à 1 avec embol ou 1 à 2, en fait, la colonisation doit être faite de toute façon au début pour faire le stade, pour faire la classification 1 à 1 de façon certaine ou 1 à 2. Voilà, on ne peut pas la faire juste sur une simple biopsie. Voilà. Donc, finalement, vous voyez, la colonisation à sa place, je ne sais pas si vous voyez ma souris, jusqu'au stade 1B1. Voilà, Donc, c'est chez toutes les patientes qui ont une tumeur de moins de 2 cm. exactement. Voilà, tout à fait. Alors, il y a une autre question qui a été posée, c'est est-ce que la conisation Insano, c'est aussi sur la dysplasie? Ah oui, alors ça, c'est effectivement, alors il n'y a pas de réel, enfin, à chaque fois, c'est discuté. On sait que quand vous avez une conisation pour une lésion précancéreuse, savoir anciennement CIN2, CIN3, le fait de faire votre conisation et de ne pas être une SANO n'est pas une indication de reprise de conisation systématique, puisque la recommandation, c'est de faire le test HPV à 6 mois, parce qu'on sait que dans la majorité des cas, on n'aura finalement plus de maladies résiduelles et que ça serait de faire beaucoup de conisation à ces patients. Voilà. En revanche, dans le contexte d'une lésion infiltrante, nous, en RCP en tout cas, quand vous avez une lésion infiltrante associée à des CN2-3 qui n'est pas une SANO, généralement on reprend. Très bien. Eh ben, écoute, Geoffroy, je te remercie beaucoup. Tu as respecté ton temps de parole. Les réponses étaient très claires. C'était super. Et on va donc passer maintenant la parole au professeur Alejandra Martinez de Toulouse qui va nous expliquer quelle stadification ganglionnaire faire chez qui et quand. Merci. Alejandra, tu arrives à partager? Est-ce que vous voyez l'écran? On voit l'écran et on t'entend super bien. À toi de jouer. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Moi, je vais vous présenter les recommandations sur la stadification ganglionnaire que nous avons élaborées dans un groupe de travail avec Enora Lass, Henri Azaïs, Fabrice Lecuru, Witold Gertich, Cyril Touboul, Johan Dabi, Amélie Lacor et Tristan Gauthier. La présentation s'articule en deux parties. Une première partie sur les stades précoces et une deuxième partie où nous allons essentiellement discuter de la place de la lymphadénectomie aortique dans les stades avancés. Donc, concernant cette première partie, nous avons travaillé autour de trois questions. La première, c'est d'évaluer la place du ganglion sentinelle par rapport au curage pelvien de stadification. La deuxième, c'est sur le type de traceur qu'il faut utiliser pour identifier le ganglion sentinelle. Et la troisième, c'est sur la place de l'examen extemporané. Donc, première question. Nous savons que le ganglion sentinelle présente des très bonnes performances avec une sensibilité aux alentours de 92% et une valeur prédictive négative de 98% dans l'étude Santicol et un taux de détection bilatéral qui arrive jusqu'à 80% sur les analyses poolées des études Santicol 1 et Santicol 2 et une absence de faux négatifs en cas de détection bilatérale. Nous savons également que le ganglion sentinelle, par rapport à la lymphadénectomie complète, permet de diminuer la morbidité lymphatique précoce et également la morbidité, les symptômes neurologiques en post-opératoire immédiat. Les deux autres avantages du ganglion sentinelle par rapport au curage pelvien sont la détection des drainages atypiques, puisqu'il y a plus de 10% des patientes qui vont présenter un drainage lymphatique en dehors de la région pelvienne, c'est-à-dire que si l'on réalise un curage pelvien seul, on va rater notre ganglion sentinelle dans plus de 10% des cas. Et finalement, le ganglion sentinelle permet de réaliser une ultrastadification, c'est-à-dire une analyse anatomopathologique très approfondie avec des coupes sériées et de l'immunohistochimie pour détecter la maladie microscopique, les micrométastases.
Et ceci va avoir un impact sur la prise en charge puisque ces patientes, on va les traiter avec une radiochimiothérapie. Par contre, nous n'avons pas des données pronostiques en termes de survie à la réalisation d'un ganglion sentinelle seul. Cette question est en cours d'évaluation dans l'étude Senticol 3. Et c'est pourquoi, en attendant le résultat de cette étude, il est toujours recommandé de réaliser un ganglion sentinelle avec un curage pour les stades précoces du col. Donc ensuite, deuxième question, quel est le traceur que l'on doit utiliser pour identifier notre sentinelle? Nous avons les radiotraceurs qui ont essentiellement un problème d'une part du coût de repérage, mais également des désagréments pour la patiente, un rapport avec l'injection et le mapping, mais également la nécessité d'un plateau technique spécifique. Par contre, les radiotraceurs permettent de mieux planifier l'acte opératoire pour cibler la zone de drainage de notre ganglion sentinelle. Ensuite, nous avons le bleu patenté qui associe un risque d'allergie et même des cas de choc anaphylactique. Et finalement, nous avons le vert d'indocyanine qui présente globalement un meilleur taux de détection, une meilleure détection bilatérale. Dans une méta-analyse récente, 90% de détection bilatérale quand on utilise l'ICG par rapport à 73 quand on utilise la technique combinée. Mais ces études restent qualitativement avec un niveau de preuve plutôt faible puisqu'il s'agit d'études essentiellement rétrospectives. C'est pourquoi il n'y a pas de recommandation sur le type de traceur et les deux alternatives sont possibles puisqu'il n'y a pas d'études randomisées comme c'est le cas pour les cancers de l'endomètre. Troisième et dernière question sur les stades précoces. Faut-il réaliser un examen extemporané de notre ganglion sentinelle? Donc, il faut savoir qu'il y a peu de littérature concernant les procédures en un temps ou en deux temps, comparant ces deux possibilités. Et nous savons que la sensibilité de l'examen extemporané reste très médiocre pour la maladie de petit volume, pour la détection de la maladie micrométastatique pour les cellules tumorales isolées qui correspondent à peu près à la moitié ou plus de la moitié des atteintes métastatiques au niveau des ganglions sentinelles. Donc, il faut privilégier une chirurgie en deux temps, en particulier quand on va préserver la fertilité, puisque l'on va réaliser la colonisation dans le même temps. On disait quand il n'y a pas de geste de paramétrectomie prévu, et maintenant, avec les résultats de l'étude SHAPE, la chirurgie standard va être l'hystérectomie simple. Donc, nous pourrons également réaliser une chirurgie en deux temps avec une conisation et le prélèvement ganglionnaire dans un premier temps et également privilégier la chirurgie en deux temps chez les patients qui ont une indication de curithérapie préopératoire. Donc, en conclusion, il faut privilégier une chirurgie en deux temps, même si vous avez compris, il y a un niveau de preuve qui reste bas. Donc, il s'agit d'une recommandation faible. Donc, passons maintenant au stade avancé. Donc, deux questions autour des stades avancés. La première, c'est faut-il faire un curage pelvien? Et la deuxième, faut-il faire un curage lombo-aortique? Où l'on va différencier trois populations. Donc, concernant la première question, est-ce que le fait d'enlever, de faire une exorèse sélective d'une métastase ganglionnaire isolée à l'étage pelvien permet d'améliorer le pronostic de patiente ou de modifier la stratégie thérapeutique? La réalité, c'est qu'il y a peu de données dans la littérature, donc nous n'avons pas émis de recommandations là-dessus. Sur la deuxième question, faut-il faire un curage pelvien en cas d'atteinte isolée à la TEP à l'étage pelvien? Pareil, il y a peu de données dans la littérature, essentiellement des études rétrospectives.
Et nous savons qu'il n'y a pas d'impact pronostic à la réalisation d'un curage, mais par contre, il y a une morbidité significative d'associer le geste chirurgical à la radiochimiothérapie. Et donc, le curage pelvien n'est pas recommandé pour les stades 3C1. Maintenant, sur la question de la lymphadénectomie lombo-aortique. Il faut savoir que les patientes qui ont une atteinte lombo-aortique ont un pronostic très défavorable, avec une survie à 5 ans qui est inférieure à 40%. C'est pourquoi il est très important de pouvoir identifier la maladie lombo-aortique pour modifier, adapter les champs de radiothérapie. Donc, on sait que les examens d'imagerie ont globalement une sensibilité médiocre et que le TEP scanner, qui reste l'examen de référence, présente une sensibilité aux alentours de 80-85%. Mais malgré la bonne performance du TEP scanner, il y a entre 10 et 15% des patientes qui vont avoir un faux négatif au niveau des ganglions lombo-aortiques. Et si l'on se consacre à la population 3C1, c'est-à-dire les patientes qui vont avoir un ganglion pelvien positif, mais un bilan d'extension négatif au niveau de la région lombo-aortique au TEP scanner, le taux de faux négatif augmente jusqu'à 20 à 25%. Donc, première population de patientes, celles qui n'ont pas des ganglions positifs à la TEP, donc N- pelvien, N- lombo-aortique, stade 1B3, 3B, on sait que le risque de faux négatif au niveau de la région lombo-aortique est de moins de 5%. Et on sait également que le curage peut associer une morbidité additionnelle et qu'il n'y a pas de bénéfice pronostic démontré du curage lombo-aortique. Donc, pour cette population, le curage aortique n'est pas recommandé. Deuxième situation, les patientes qui vont avoir une atteinte ganglionnaire pelvienne, mais négative en lombo-aortique, c'est-à-dire là, les patientes avec un stade 3C1. Dans cette population, comme on a dit précédemment, le taux de faux négatif du TEP scanner va augmenter jusqu'à 20 à 25%. Et ceci va entraîner une modification dans la stratégie de prise en charge. Par contre, le bénéfice pronostic du curage n'est pas démontré. C'est pourquoi nous proposons le curage aortique en recommandation, mais avec un niveau de preuve qui reste bas et il s'agit d'une recommandation faible. Ensuite, si on fait un curage aortique, quelles sont les modalités du curage? Donc, il faut évidemment qu'on fasse le curage par voie d'abord minimale invasive. À la fois, la voie rétropéritonéale et la voie transpéritonéale sont possibles. Il y a peu de données pronostiques en comparant les deux voies d'abord, mais la conversion à laparotomie n'est pas recommandée. S'il y a un échec du curage par voie minimale invasive, il faut arrêter la procédure. Ensuite, concernant l'extension chirurgicale, on doit faire le curage au moins jusqu'à l'artère mésentérique inférieure. Et puis, pour répondre à la question de l'intérêt en survie sans maladie et en survie globale du curage, il y a l'étude Parola, qui est une étude de phase 3 randomisée internationale promue par le groupe gynéco, le groupe ENGOT, et je vous encourage tous à y participer. Et troisième et dernière situation, les patientes qui ont une atteinte lombo-aortique à la TEP, donc patientes de stade 3C2. Pour ce groupe de patientes, la réalité, c'est qu'il n'y a pratiquement pas des données dans la littérature, mais on sait que s'il y a une atteinte ganglionnaire au niveau de la région lombo-aortique, une fixation non équivoque, la probabilité d'avoir un faux positif est négligeable. Et en plus, on sait que l'association de la chirurgie et de la radiochimiothérapie peut majorer la morbidité, et c'est pourquoi le curage aortique n'est pas recommandé dans cette situation. Donc, en conclusion, pour les stades précoces, il faut toujours réaliser un ganglion sentinelle avec un curage pelvien, pas de ganglion sentinelle seul, et bien évidemment privilégier les inclusions dans l'étude Senticol 3.
Concernant le traceur, nous pouvons utiliser l'ICG ou la méthode combinée, radiotraceur et bleu. Et concernant l'examen extemporané, il faut privilégier une stratégie en 2 temps avec une conisation pour les tumeurs de moins de 2 cm avec le prélèvement ganglionnaire, puis la chirurgie utérine dans un 2e temps. Pour les stades avancés, il n'y a pas de place pour le curage pelvien. Il n'y a pas de place non plus pour le curage aortique chez les patientes N- à la TEP et pas de curage aortique non plus chez les patientes de stade 3C2, c'est-à-dire qui ont une fixation au niveau de la région lombo-aortique à la TEP. Le curage aortique est recommandé pour les patientes qui présentent une fixation pelvienne isolée, mais avec un bilan d'extension négative à lombo-aortique, tenant compte que ceci va modifier la stratégie thérapeutique. Et même s'il n'y a pas de bénéfice démontré en survie. La chirurgie doit être réalisée par voie minimale invasive jusqu'au niveau de la mésentérique inférieure. Et je vous remercie de votre attention. Merci Alejandra. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat qui est posée par Sarah sur la stratégie en 2 temps qui augmente le diagnostic de cellules tumorales isolées ou de microméta. Oui. Mais est-ce qu'au final, ça doit changer notre conduite thérapeutique si on met en évidence une cellule isolée ou une micrométastase ganglionnaire? C'est une excellente question. Donc, il faut 2 informations. La première, c'est que l'extemporané a une sensibilité d'environ 60% quand on fait donc la chirurgie en un temps, et essentiellement du fait de ces micrométastases des cellules tumorales isolées qui sont présentes dans plus de la moitié des patientes. Donc, ensuite, quelle est la conduite à tenir? Quand nous avons des micrométastases, on sait que le pronostic, il est défavorable, à peu près le même que les patientes qui ont une maladie macrométastatique. Nous avons essentiellement des données rétrospectives sur une série de presque 700 patientes publiées il y a une dizaine d'années. Mais depuis, ces patientes sont traitées comme celles qui ont des macrométastases. Donc, quand on a une micrométastase, on va faire une radiochimiothérapie concomitante. Pareil. Par contre, les patientes qui présentent des cellules tumorales isolées, leur impact pronostic n'est pas clair et on les traite plutôt comme des patientes N-. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Lobna, Moi, j'ai une question, Alejandra. Je, je te fais un cas clinique. Une patiente jeune de 30 ans qui a une tumeur qui est limitée au col utérin de moins de 3 cm, chez qui tu as une fixation équivoque uniquement au lombo-aortique au PET scan, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a peu de littérature sur les fixations équivoques au TEP scan. C'est une excellente question et c'est pourquoi nous allons constituer une cohorte sur les ganglions équivoques dans Parola. Parce que si l'on regarde la littérature sur d'autres localisations tumorales, on sait qu'il y a un taux de faux négatif extrêmement important. Donc, je proposerai une exorèse de l'adénopathie à visée anatomopathologique. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'effectivement, chez les patientes jeunes, des fois, si on fait pas si on n'a pas l'histo, je trouve qu'on les condamne un petit peu en les considérant en N+, alors qu'elles ne le sont pas forcément. merci Alejandra en tout cas pour ce topo très complet et surtout très très clair, donc avec des messages très simples à retenir mais très clairs et bien documentés. On va laisser la parole à Lobna qui va remplacer Witold qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et donc Lobna, on te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, on t'entend très bien, il n'y a pas de problème. On voit Excusez-moi. tes diapos, tu peux le mettre en plein écran et on sera parfait. Eh ben, alors excusez-moi pour la voix, là j'ai quasiment plus de voix en fin de journée.
Euh, Vous voyez toujours les diapos? Ouais, c'est parfait, ça fonctionne. Et ça passe, ok. Eh ben bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolée, j'ai pas mis en page les diapositives parce que j'ai repris au pied levé la présentation de Witold Gertich à qui on envoie toutes nos pensées positives pour que ces suites se passent correctement. Donc la Et il question... est connecté, il est connecté. Ah, eh ben, gros bisous, Witold. Bonsoir à lui. Voilà, toutes nos pensées positives l'accompagnent. Donc ce travail avait été confié entre autres à Witold et c'est chez nous au CHU de Tours, c'était Marion de Berty qui avait fait ce travail. Donc c'est une question qui est vraiment d'actualité sur à qui est-ce qu'on pourrait proposer finalement une célioscopie dans le contexte de l'essai LAC. Donc l'intitulé de la présentation que j'ai fait à la FIGO, c'était pour les lésions de moins de 2 cm, mais on va aborder de toutes les lésions parce que finalement la polémique qui existe, elle est essentiellement pour les lésions de petite taille. Donc pour replacer le contexte, depuis l'essai LAC, depuis sa première publication, effectivement, qui était censé valider, enfoncer une porte ouverte en faveur de la laparoscopie. En fait, c'était complètement le contraire. Et donc, la chirurgie par voie laparotomique était supérieure à la chirurgie mini-invasive en termes de survie sans récidive et en termes surtout de survie globale. Ce qui avait fait passer la célioscopie de standard à quelque chose qui était devenu horrible puisqu'on augmentait la mortalité de nos patientes. Et c'est devenu un standard pour toutes les sociétés savantes. C'est la voie laparotomique est devenue un standard pour les patientes qui sont prévues en chirurgie exclusive pour le cancer du col de l'utérus, que ce soit pour le NCCN, pour les recommandations de l'ESGO, pour l'ESMO. Et il y a eu une dernière publication en 2023 avec l'équipe de Sibula, avec ESMO, Estro, ESGO, qui confirmait que la chirurgie radicale dans le cancer du col devait se faire par voie laparotomique et que c'était le standard de prise en charge. Il y a eu aussi un statement pour la FIGO dans ce sens-là. C'était également dans ce sens-là que nous avons fait les recommandations avec tout le groupe de travail que vous voyez affiché. Je ne pourrais pas citer tout le monde dans le temps qui m'est imparti. Et on remercie d'ailleurs l'ensemble des experts pour la qualité du travail qu'ils avaient fourni à l'époque. Mais donc, le message standard, c'est la voie laparotomique et la voie d'abord standard. Après, pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces polémiques? C'est là-dessus que l'on va revenir. C'est pourquoi est-ce que l'histoire de la taille peut être importante? Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les lésions de petite taille? Je vais exclure de la discussion, même s'il y a certains papiers qui concernent les lésions de stade 1 à 2, parce que pour moi, il n'y a pas de sujet sur les 1A, puisqu'on accepte la conisation comme schéma thérapeutique. C'est également le cas pour les 1A2, pour les lésions qui, bien sûr, sont insano sur une conisation. On accepte que la conisation soit le seul traitement. Donc, je pense que sur cette question-là, même s'il n'y a pas d'essai randomisé, il n'y a pas vraiment de sujet. Pour les lésions de plus de 2 cm, pareil, il n'y a pas de discussion. Donc, ce que vous allez voir, même s'il y a des patientes qui sont concernées parce qu'elles ont des lésions de plus de 2 cm, si on se pose la question de la chirurgie, il n'y a pas de sujet. La voie laparotomique est la voie standard. Sur la réactualisation des datas de l'essai LAC, effectivement, on a confirmé la supériorité de la voie laparotomique par rapport à la voie célioscopique, mais il y a eu des données qui ont été extraites et qui ont été présentées à part, puisqu'on a extrait les données des patientes qui avaient des lésions de moins de 2 cm par rapport aux patientes qui avaient des données de plus de 2 cm. Pas de surprise pour les lésions de plus de 2 cm, on a dit qu'on n'en parlait plus. Par contre, pour les lésions de moins de 2 cm, vous voyez sur les courbes sur le côté que par rapport à la voie laparotomique, la voie célioscopique a quand même plus de récidives. Mais le hasard ratio n'était pas calculable en raison, bien entendu, du faible effectif, puisque l'étude n'était pas designée pour répondre à cette question. Et ils ont fait une analyse qui concernait les patientes qui avaient une conisation, et ils trouvaient qu'il n'y avait pas de différence entre les patientes qui avaient une voie laparotomique par rapport à la voie d'abord, tout en bien sûr en mettant un énorme
clignotants, dans le sens où les patientes, pour eux, étaient essentiellement des patientes qui avaient des stades 1 à 2, ou des patientes qui étaient plus ou moins considérées comme insano. Donc ils ont dit qu'on ne pouvait pas, bien entendu, on ne pouvait pas faire de conclusion par rapport à ce résultat-là, puisque l'étude et le nombre de patientes n'étaient pas designés pour répondre à cette question. Ça laisse bien entendu la porte ouverte à la réflexion, mais ça ne change absolument pas les conclusions de l'essai LAC par rapport aux patientes de moins de 2 cm. Après l'essai LAC qui s'est posé la question d'une façon générale, il y a actuellement en cours 2 essais qui sont l'essai RAC et l'essai ROC, qui eux veulent mettre en avant la chirurgie robotique par rapport à la celluloscopie classique. On n'a pas encore les essais et on se demande pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement des résultats qui seraient différents parce que ce serait de la chirurgie robotique. Si on veut s'intéresser aux données qui concernent la chirurgie, qu'est-ce qui dans la littérature actuellement nous oriente vers la possibilité éventuellement de faire de la celluloscopie chez les patientes qui ont des lésions de moins de 2 cm. On fait un petit rappel sur l'étude SUCOR, et j'insiste bien, c'est une étude sur des données rétrospectives, toujours bien enregistré que les données rétrospectives sont les données les moins de bonne qualité. C'est des données qui sont sur plus de 120 pays et c'est des données où ils ont fait un score de proportion, mais le score de proportion, même si ça nous permet de faire des analyses rapides et des conclusions relativement rapides, ça reste sur des données rétrospectives. Effectivement, ça avait montré, quand il n'y avait pas de sectorisation par rapport à la conisation ou pas, qu'il y avait une supériorité à la voie laparotomique par rapport à la voie celluloscopique, que ce soit en survie sans récidive ou en survie globale. Et quand il y avait des manœuvres protectrices, donc c'est-à-dire une manœuvre vaginale, l'absence de manipulateur, etc., effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas de différence si on avait des manœuvres protectrices par rapport à la laparotomie. Ça reste une étude rétrospective qui a permis d'établir des hypothèses en faveur éventuellement de laisser la possibilité d'une chirurgie celluloscopique pour les lésions de moins de 2 cm. Après, il y a eu une extension de cette réflexion, puisque la polémique actuelle, c'est potentiellement les personnes qui voudraient faire des conisations pour se mettre éventuellement insano et pour éventuellement faire de la celluloscopie par accès pour pouvoir dire qu'on peut faire de la celluloscopie parce qu'on est dans le contexte de l'étude SUCOR. Et donc il y a eu Chagone de l'équipe qui a fait la première publication de SUCOR, qui s'est intéressé aux patientes qui ont une conisation versus celles qui n'ont pas eu de conisation, et qui ont montré effectivement que quand il y avait une conisation qui était insano, la survie n'était pas différente. Mais sauf que quand vous regardez, encore une fois, c'est une étude rétrospective, que quand vous regardez sur les patientes, quand vous voyez les patientes, vous avez effectivement plus de la moitié des patientes qui sont de stade 1B1 inférieur à 2 cm, mais qui en a quand même tout autant, qui avaient plus de 2 cm, voire des stades 1B2, stade 2, stade 3, où on se pose même la question de pourquoi est-ce qu'ils ont eu une conisation. Donc il faut faire attention aux conclusions relativement rapides et pas en passant d'une étude rétrospective se dire je vais faire une conisation pour être insano et me permettre de faire la celluloscopie dans la foulée. L'idée de la conisation, comme vous l'a superbement présenté le docteur Geoffroy Canlorbe, c'est de faire une sedification correcte de votre patiente. Il ne faut pas déformer l'objectif et se retrouver dans la situation où on veut absolument être insano pour pouvoir valider une celluloscopie qu'on avait en arrière-pensée. Donc, bien entendu, après, vous avez je vais faire sans détailler les séries d'études qui se sont intéressées aux patientes avec un stade 1B1 de moins de 2 cm et qui n'ont pas montré de différence de résultats en termes de survie, soit sans récidive ou de survie globale. Et donc, vous voyez bien là, c'est une étude asiatique qui avait concerné moins de 300 patientes qui étaient rétrospectives et qui n'avaient pas à montrer d'effet délétère sur la survie sans récidive. Vous avez encore une étude rétrospective, même s'il y a l'artifice du score de proportion où, a priori,
il n'y aurait pas de différence pour les lésions de 1B1 de moins de 2 cm. Et encore une étude, par contre celle-ci européenne, et vous voyez, il y avait 740 patientes avec une chirurgie abdominale et 300, un peu plus de 360 patientes qui avaient une chirurgie par voie cœlioscopique, où il n'y avait pas, en tout cas, de différence en termes de survie sans récidive ou survie globale. Et c'est également le résultat du papier de nos collègues américains avec le papier de Melamed et collaborateurs, où dans l'ensemble il n'y a pas de différence de survie. Et l'étude la plus remarquable, c'était l'étude du Memory Study qui effectivement ne montrait pas non plus de différence pour les patientes qui avaient des lésions de petite taille, et encore une étude également asiatique qui ne montrait pas de différence de survie. Après, il y a quand même les papiers de meilleure qualité, et je prends en premier le papier qui a été publié dans le JAMA, qui est une méta-analyse de plusieurs études de grande envergure observationnelle, qui, elle, pour le coup, par contre, montre qu'il y a quand même, comme vous le voyez, une différence en faveur de la chirurgie par voie laparotomique, que ce soit en termes de survie sans récidive ou de survie globale. Ça reste une étude pivotale par rapport à cette question. Et donc vous voyez que le risque de récidive est beaucoup plus élevé lorsqu'on fait une voie cœlioscopique pour les patientes de moins de 2 cm. Un autre papier également, mais là pour le coup c'est une étude rétrospective qui avait mis en place l'étude pour les lésions de stade 1B1, mais la classification FIGO de 2009. Encore un paramètre qui avait rendu difficile le travail pour Witold et Marion de Berty, puisque la majorité de la littérature prenait la classification de 2009, alors que maintenant on parle de classification FIGO de 2018, c'est ce qui fait que la comparabilité des résultats est extrêmement difficile. Et cette étude avait montré qu'il y avait quand même une différence de survie en faveur de la laparotomie. Également le cas, mais ça reste toujours encore une fois une étude rétrospective, mais de grande envergure, parce qu'il y avait plus de 450 patientes dans chaque groupe, et la survie sans récidive était toujours favorable à la voie laparotomique. Et encore une analyse, méta-analyse ou une revue systématique où on voit toujours qu'il y a une survie sans récidive qui est meilleure dans le groupe par chirurgie laparotomique. Encore une autre étude, et cette fois-ci dans les pays d'Europe du Nord, où pour les lésions de moins de 2 cm, c'est aussi en faveur de la voie laparotomique. Encore une autre méta-analyse avec une revue systématique qui montre également une orientation plutôt pour la chirurgie par voie laparotomique, ce qui fait que effectivement on veut absolument éventuellement faire de la voie laparotomique, de la voie cœlioscopique, quitte à faire des conisations pour Atchinsano y faire une voie cœlioscopique. Ce n'est absolument pas l'attitude et pas le message qu'il faut retenir de la présentation de ce soir. L'idée de la conisation doit rester de faire une stadification la plus correcte possible pour vos patientes, d'avoir la taille de la lésion, de savoir est-ce que c'est toujours safe de considérer la chirurgie exclusive. Encore une fois, on opère les patientes que si on est sûr qu'elles ne vont pas avoir de traitement adjuvant. À partir du moment où la question du traitement adjuvant se pose, la question de la chirurgie doit être remise en question à RCP et discutée des autres thérapeutiques, plutôt que d'infliger l'association de la chirurgie avec un traitement qui peut comporter de la radiothérapie ou de la curithérapie. Et donc parfois, effectivement, il faut plutôt s'en tenir au référentiel et pas faire de référentiel, on va dire, à part, puisque on a eu plein de retours où on nous dit bah, let's go, elle autorise dans certaines situations éventuellement de faire de la laparoscopie. Je rappelle, je me suis permis de ressortir comment ils avaient formulé. Ils ont formulé que éventuellement pour les recommandations de Let's Go, parce que les recommandations françaises, c'est la voie laparotomique et la voie standard. Et pour Let's Go, pour éventuellement envisager de faire la laparoscopie, il faut être bien sûr sur un stade 1B1. Il faut que ça soit des bas risques, et ça n'apparaît nulle part. Il faut que vous ayez sur votre conisation éventuellement des marges négatives. Il faut que ça soit des centres à haut volume,
à haut volume. Et si vous rentrez dans les critères de Let's Go, haut volume, ça veut dire que chaque opérateur, il fait plus de 50 colpohystérectomies élargies par voie cœlioscopique par an. Et trouvez-moi quelques-uns qui en font comme ça. En tout cas, nous, à Tours, en personne n'en fait 50. Et je suis pas sûre que nous tous, accumulés, nous fassions 50 colpohystérectomies élargies par voie cœlioscopique par an. Donc il faut toujours avoir de la prudence dans la façon dont on présente les choses aux patientes. Et on a eu une discussion à ce sujet hier avec Xavier Carcopino. Et la question, c'est toujours un peu ce que je dis aux internes, faites comme pour vous quand c'est une femme, et quand c'est un collègue, comme pour sa femme, pour sa sœur ou pour une collègue gynéco, présentez l'évidence base de façon la plus honnête possible et que ce soit vraiment une discussion plutôt que d'orienter les patientes dans le sens qu'on a envie de les orienter. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lomna. Alors, il y a une question sur le chat. Effectivement, ça, c'est une bonne question. C'est quelle place pour la chirurgie vaginale dans les petits stades de moins de 2 cm? La question, elle n'a jamais été exclue, entre guillemets, de la colpohystérectomie ou le VERTime, le showtime, on va dire, le showtime, pour les opérateurs qui sont entraînés, effectivement. Vous faites de façon associée ou dissociée votre stadification ganglionnaire. Encore une fois, la stadification ganglionnaire, elle doit être négative avant d'envisager la chirurgie utérine. Et la place, c'est les opérateurs, encore une fois, entraînés pour le faire de façon sécuritaire. Parce que de toute façon, si vous faites la colpohystérectomie pour ceux qui le font, même si vous êtes insano, vous êtes censé faire des manœuvres protectrices par voie basse, et c'est également de la même façon que vous allez commencer pour faire une voie basse. Donc pour les opérateurs entraînés, et là on rentre dans les définitions de qu'est-ce qu'un opérateur entraîné pour faire une trachélectomie élargie ou un showtime, là c'est encore un autre sujet. Bah, c'est vrai que je sais pas combien finalement on a d'opérateurs entraînés en France pour faire des shotards, hein. Bah, les shotas, c'est pour ça que je dis, on peut pas proposer c'est là où ça devient difficile, on peut pas proposer cette option. Si on en fait une, excusez-moi de parler comme ça, toutes les cinglinglas. Moi j'étais partie chez Marie Plante pour en voir beaucoup et en faire beaucoup, et le beaucoup que j'ai eu là-bas, finalement c'est pas beaucoup. Et on n'a pas beaucoup, on n'a pas d'autres interventions où on va dire on va pouvoir s'entraîner. Donc ça complexifie la tâche. Ouais, c'est très complexe, hein. Effectivement, hein, nos anciens, ils savaient très bien faire ça, hein, l'époque, d'argent, d'arail, etc. Mais c'est vrai qu'on a été tous moins formés à cette chirurgie, hein. C'est très clair, mais pour autant, c'est effectivement, ça paraît une très bonne alternative à ce type enfin, pour cette prise en charge. Après, la radicalité va diminuer avec les Avec résultats de shape. la radicalité pour les patientes qui ont bien entendu des tumeurs, encore une fois, je rappelle qu'on considère que la diminution de la radicalité pour les tumeurs à bas risque. Qu'est-ce qu'une lésion pour les gens qui nous écoutent à bas risque? C'est des tumeurs épidermoïdes, les adéno-KHPV induits, les adénosquameux. Il faut que ça fasse bien sûr moins de 2 cm, il faut qu'il y ait moins de 10 mm d'invasion stromale, il faut qu'il y ait moins, ça c'est pas quelque chose qui était très habituel en France, mais il faut qu'il y ait moins de 50% d'invasion stromale sur l'IRM. Et il faut absolument que la taille de la lésion maximale, elle fasse moins de 20 mm. Il n'y a que pour ces patientes-là qu'on discutera effectivement éventuellement une désescalade. Et le fait d'associer, ça c'est un point qui a été relevé à tous les congrès, le fait de faire une conisation, il va falloir qu'à un moment donné on standardise la façon dont on mesure la lésion, parce qu'à chaque fois on nous dit c'est le plus grand axe. Mais quand vous avez fait votre conisation, vous allez mesurer comment? Et même si on nous dit que l'IRM, il n'y a pas de lésion résiduelle éventuellement, vous savez pertinemment pour les opérateurs qui en font régulièrement, ça ne veut pas dire que sur votre pièce opératoire, il n'y aura pas de lésion résiduelle. C'est là où ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus hautement spécialisé. Euh, les questions deviennent extrêmement spécialisées et pas faciles à répondre au quotidien parce que chaque dossier sera différent. Je pense qu'il va falloir surtout qu'on s'intéresse à la façon dont on évalue la taille sur la conisation.
une première conisation, voire une deuxième conisation, et pour certains endroits même une troisième conisation, ça devient de plus en plus difficile de parler de volume tumoral sur une première, deuxième, voire une troisième pièce, si on compte l'hystérectomie avec, pour avoir la taille lésionnelle finale. Ok, bah merci beaucoup Lomna. Il faut qu'on avance un petit peu parce qu'on n'est pas très en avance. On va passer la parole au professeur Cyrus Chargari qui est désormais à la Pitié-Salpêtrière, qui va nous essayer de nous démontrer que la curithérapie peut être une alternative thérapeutique dans les cancers du col de stade précoce. Cyrus, à toi de jouer. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Lomna, il faut que tu arrêtes de partager Ouais, il ton faut que Lomna diaporama. arrête le partage. Excusez-moi, là je... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Non, pas encore, attends, je crois que c'est moi qui bug, excusez-moi. Faut que tu départages sur Zoom, Lomna. Mais j'ai l'habitude, sauf que ce soir, j'ai eu du mal à me connecter. Je crois que là, en plus, ça ne répond pas. Excusez-moi, au quitte à ce que je me déconnecte et je vais me reconnecter. Ce sera plus simple. Je pense que je vais faire comme ça. Ça sera plus simple. Est-ce que là, c'est bon? Là, on voit Cyrus. Ok, donc si ça fonctionne super. Bonsoir à tous. Parfait. Je vais maintenant vous parler de la place de la curithérapie préopératoire. Alors l'idée était d'en parler dans ces recommandations, car c'est une stratégie très française, assez historique. Elle est évoquée dans les recommandations ESGO-Ostro ESP récentes, mais uniquement dans les annexes. Donc on a du mal à la retrouver comme vraiment ayant une place dans cette prise en charge. Or, je pense qu'elle en a une. Alors, le rationnel à cette curithérapie préopératoire, il est très ancien. Il est basé sur le fait que quand on comparait dans cet essai randomisé de Landoni, maintenant ancien, dont on a une mise à jour il y a 5 ans, chirurgie d'emblée versus radiothérapie externe, on avait même contrôle de la maladie, mais davantage de complications dans le bras chirurgical, en rapport avec le fait que 2 tiers des patientes nécessitent une radiothérapie post-opératoire, en particulier avec des techniques de l'époque qui étaient assez aujourd'hui obsolètes. Alors, le rationnel à cette stratégie de curithérapie préopératoire, c'est donc d'éviter la radiothérapie post-opératoire après chirurgie, mais également d'optimiser le contrôle local pour des patientes qui sont à risque intermédiaire défavorable, avec des critères de haut risque que sont la taille de plus de 2 cm, la présence d'emboles, et c'est une stratégie qui comporte d'une part une curithérapie, d'autre part une chirurgie réalisée 6 à 8 semaines plus tard. Quand on regarde les données rétrospectives qui ont été publiées, essentiellement françaises, on a quand même quelques séries, hein, on en a pas mal, qui montrent des survies globales à 5 ans qui sont tout à fait satisfaisantes, 92% de survie à 5 ans, des survies sans récidive de plus de 90%, et des toxicités tardives qui sont relativement faibles, en tout cas qui semblent acceptables. Avec dans l'intégralité des cohortes publiées des taux de contrôle, des taux de stérilisation de la pièce opératoire de l'ordre de 70 à 80%. Et quand il y a un reliquat, c'est des reliquats qui sont souvent très infracentimétriques, puisque dans cette cohorte de Gustave Roussy, on avait juste 7% des patientes qui avaient un reliquat supracentimétrique, alors qu'elles étaient considérées comme à haut risque. Alors, comment se passe cette curithérapie? C'est une curithérapie qui est maintenant en 3 dimensions, basée sur une IRM, avec une dose relativement élevée, entre 50 et 60 grés en curithérapie. Ça veut dire qu'au centre de la tumeur, on a beaucoup plus. On peut avoir 100, 120 grés. Et une curithérapie qui n'a pas comme objectif de stériliser la lésion, mais de faciliter le geste chirurgical, en tout cas de surtout pas le compromettre, et d'avoir au maximum une réponse complète histologique qui est pronostique. Alors, les questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que cette curithérapie préopératoire chez des patientes qui ont un stade 1B1, 1B2 permet d'améliorer le pronostic? Alors, quand on regarde les données de la littérature, on a quand même certaines études prospectives, alors qui sont très discutables dans leur design, qui ont inclus peu de patients, hein, quelques dizaines de patients le plus souvent, et une méta-analyse de ces études prospectives, soit randomisées, soit observationnelles, 13 études au total, méta-analyse publiée en janvier 2023, qui montreraient un bénéfice
à la curithérapie préopératoire en termes de survie sans rechute. Et vous voyez un bénéfice assez significatif. Et quand on regarde l'impact de la curithérapie préopératoire sur les marges, on est content, on voit qu'il y a moins de marge, nettement moins de marge chirurgicale lorsque les patientes ont bénéficié d'une curithérapie préopératoire. Donc ça nous confirme un petit peu dans cette approche assez historique et au début un peu empirique quand même d'une curithérapie pour éviter d'avoir des critères de haut risque qui nécessitent une radiochimiothérapie post-opératoire. Avec même un bénéfice en survie globale dans certaines études qui étaient rapportées et qui étaient significatives quand on regarde la population globale de cette méta-analyse sur données publiées. Alors, je vous ai dit, c'est une méta-analyse sur données publiées et d'études discutables, puisque les 3 études prospectives, on a moins de 60 patientes dans une étude, 100-150 patientes dans les autres, et des stades quand même qui sont assez hétérogènes et des études qui commencent maintenant à être un petit peu anciennes. Donc, à partir de ces données, est-ce qu'on peut conclure qu'une curithérapie préopératoire améliore le pronostic des patientes? Eh ben, la réponse est non. On n'a pas d'argument fort pour proposer de manière systématique une curithérapie thyrovaginale préopératoire pour les patientes qui présentent un cancer du col de l'utérus de stade 1B1 à 1B2 si on veut améliorer leur pronostic. Alors, le point crucial de cette stratégie, c'est la sélection des patientes. Et quand on regarde dans les données publiées l'impact de différents facteurs pré-thérapeutiques, on a la taille tumorale, plus de 3 cm, qui ressort de manière systématique. Et il semble y avoir un seuil au-delà duquel, alors ce n'est pas un vrai seuil, mais quand on place ce seuil de manière un peu arbitraire de 3 cm, on trouve une différence significative en survie globale et en survie sans maladie, avec des patientes qui, à 5 ans, ont une survie sans maladie de 80% pour des tumeurs de plus de 3 cm, alors qu'elle est excellente pour les patientes qui ont une tumeur de moins de 3 cm. Alors, la limite des approches publiées historiques, c'est que on a des critères d'inclusion qui sont très variables. On a des patientes qui avaient des tumeurs de moins de 2 cm avec un embole. On avait des patientes qui n'avaient pas d'embole avec des tumeurs de plus de 2 cm mais qui n'avaient pas de conisation. Et on a des tumeurs qui faisaient parfois 30-35 mm, qui 35 mm aujourd'hui serait plutôt un argument pour proposer une radiochimiothérapie. Et aussi, un point crucial, c'est qu'on a des patientes qui n'avaient pas systématiquement un staging préopératoire et on se retrouvait en post-op avec une atteinte ganglionnaire parce que le staging initial n'avait pas été satisfaisant jusqu'à 15% des patientes. Donc, un point crucial, c'est la sélection des patientes, la taille de plus de 3 cm et un facteur pronostic qui peut faire indiquer autre chose qu'une stratégie radiochirurgicale, par exemple une radiochimiothérapie. L'atteinte ganglionnaire, bien évidemment, et donc une stadification préopératoire avant curithérapie est quelque chose qui semble tout à fait nécessaire. Et puis, le délai entre la curithérapie et la chirurgie est également un facteur pronostic, puisqu'il y a davantage de rechutes lorsque cet intervalle est plus de 10 semaines. Alors, il y a une étude récente qui confirme, d'une part, le facteur pronostic lié à la taille de 3 cm, mais d'autre part également, c'est une étude de nos collègues de Lille, qui montre que, les patientes qui ont une conisation, ont une meilleure survie sans rechute et ça, c'est qui vous a été, indiqué par le professeur Canlorbe. C'est l'importance de cette conisation dans, la, sélection des patientes et dans le bilan préthérapeutique parce qu'on peut se retrouver sur, la présence d'emboles massifs d'une taille de proche de 3 cm à proposer autre chose qu'une approche de type curithérapie chirurgie et plutôt donc une radiochimiothérapie. Alors, l'autre question, c'est quand on fait cette curithérapie préopératoire, est-ce que elle augmente la morbidité versus chirurgie d'emblée? Alors, on a assez peu de données comparatives entre curie chirurgie versus chirurgie seule. Dans les études rétrospectives publiées, on a des toxicités, des effets secondaires tardifs qui sont relativement faibles, qui sont essentiellement de bas grade et qui, quand on compare aux données chirurgicales exclusives, semblent relativement comparables. Alors, il y a un paramètre qui est la toxicité vaginale, qui est lié au TRAC. Alors le TRAC, pour les non-radiothérapeutes et non-curithérapeutes, c'est le volume d'irradiation globale. Et bien sûr, plus on va irradier un volume important et plus on va avoir des complications vaginales. Alors, lorsqu'on regarde dans ces cohortes de curithérapie guidée par IRM, le taux de complications post-opératoires, il est de 9 et autour de 9 et semble assez comparable à ce qu'on voit dans des cohortes de chirurgie d'emblée réalisées dans des centres de référence.
Alors, il y a une étude franco-gine qui s'est intéressée au devenir de ces patientes. 211 patientes avec un stade 1B2, une tumeur de plus de 2 cm, qui avait été traitée par chirurgie ou staging ganglionnaire, puis curithérapie chirurgie. Cette étude montre qu'il y a moins de traitements adjuvants quand il y a une stratégie de curie préopératoire, 29% versus 3%. Alors, on est 29%, on est nettement moins que les 65-66% des études anciennes de Landoni. Ça montre que la sélection des patientes est importante. On voit également que le taux de réponse complète histologique est de l'ordre de 80%. Pas de bénéfice significatif en PFS ou en survie globale, sauf pour les patientes qui ont une tumeur de 2 à 3 cm. Donc, ces patientes qui ont une tumeur de plus de 2 cm semblent bénéficier d'une curie pré-op. Et pour répondre à la question des complications, il n'y avait pas de différence significative entre curie-chirurgie versus chirurgie seule en termes de complications post-opératoires. Donc, on a l'impression que cette curithérapie préopératoire, quand elle est faite par des centres qui en ont l'habitude et qu'elle est guidée par une imagerie 3D, ne semble pas augmenter la morbidité de la stratégie thérapeutique. Alors, autre question auquel on a essayé de répondre, c'est faut-il faire une chirurgie de type hystérectomie élargie versus hystérectomie simple chez ces patientes? On a maintenant, depuis peu, des données présentées et qui seront bientôt publiées de l'essai SHAPE pour des patientes à faible risque, tumeurs de moins de 2 cm, dont il a été montré qu'il y avait moins de complications post-opératoires et une qualité de vie meilleure lorsque il n'était pas réalisé de paramètres d'hystérectomie élargie. Donc, pour ces patientes qui ont une tumeur de moins de 2 cm, traitées par curithérapie chirurgie, on n'a pas d'argument pour proposer une hystérectomie élargie. Et on a également des données rétrospectives qui montrent que quand on regarde où sont situées les cellules résiduelles, on a de l'ordre de 0,5% des patientes qui ont une atteinte paramétriale et résiduelle, donc c'est quand même assez marginal. Donc notre recommandation, c'était que pour les patientes qui ont un stade précoce de cancer du col de l'utérus, qui ont une curithérapie préopératoire et de stade 1B1, moins de 2 cm, il est conseillé de faire une hystérectomie extrafaciale. Pour les stades 1B2, on n'a pas suffisamment de données pour faire une recommandation, avec des études rétrospectives qui ont soit systématiquement fait une colpohystérectomie élargie, soit fait systématiquement une extrafaciale. Et aujourd'hui, on ne peut pas conclure sur, en tout cas faire de recommandations sur l'approche idéale. Donc, en synthèse des recommandations, la curithérapie préopératoire est une option pour la prise en charge des cancers du col de l'utérus de stade 1B1 et 1B2. On ne peut pas la proposer en systématique, mais ça reste une bonne option, en particulier quand il y a des facteurs de risque, taille de plus de 2 cm ou en bol. En cas de réalisation d'une curithérapie, peut être fait une hystérectomie totale extrafaciale. Si une curithérapie préopératoire est réalisée, il n'y a pas de délai entre la curie et la chirurgie, mais en tout cas de délai minimum. Dans la donnée de la littérature, on est entre 6 et 8 semaines. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne doit pas dépasser 10 semaines, car on augmente, en tout cas, le risque de récidive est plus important, sans qu'on sache vraiment pourquoi, parce que dans les données de la littérature, ce n'est pas des récidives locales, c'est essentiellement des récidives à distance. Et enfin, la curithérapie préopératoire ne semble pas augmenter de manière significative la morbidité. Alors, la conclusion pourrait être qu'il va y avoir un essai randomisé qui va être conduit avec ce docteur Espionnel de Gustave Roussy comme PI, qui est financé au PHRC. Et je pense qu'il est très important que le maximum de centres y participent, car on va essayer enfin de répondre vraiment à la question est-ce que la curithérapie préopératoire améliore le devenir de ces patientes? Je vous remercie. Merci beaucoup, Cyrus, pour cet excellent topo et avec les messages clés qui sont très clairs, d'avoir tenu tes temps. Est-ce que vous avez des questions pour le professeur Chergari concernant cette spécificité franco-française dans laquelle il est expert? Mais en attendant qu'il y ait des questions sur le chat, moi j'en ai une pour toi, Cyrus. Dans ton centre, c'est quoi le délai que vous proposez pour la chirurgie? C'est 8 semaines. 8? Vous faites pas plus tôt? Aussi, c'est 8 semaines. Ça dépend un petit peu des modalités d'organisation. On n'a pas montré qu'il y avait une différence entre 6 et 8 semaines. En général, ça va dépendre un petit peu de comment se présente le traitement. Est-ce que la patiente présente des réactions aiguës post-curithérapie qu'on peut voir de manière un peu importante? Dans ces cas-là, je pense que 8 semaines, c'est pas mal. En général, c'est entre 6 et 8 semaines. Voilà. Pas, Et, pas au-delà. et qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont plutôt de tes collègues qui proposent qu'on opère plus tôt, vers 1 mois? Alors, on a peu de données sur une chirurgie précoce après curithérapie, on en a très peu. Mhm.
on n'a pas de comparaison entre les deux. Mon sentiment à moi, c'est que si on fait une curithérapie préopératoire, c'est pour avoir une stérilisation de la pièce opératoire, pour pas avoir des marges. Je suis un peu inquiet par, une chirurgie trop précoce, mais ça, c'est vraiment un sentiment personnel, car d'une part, on est encore dans les phases très importantes de l'inflammation et je suis un peu inquiet pour le risque de cicatrisation et d'autre part, de se retrouver avec une tumeur qui n'aurait pas encore atteint, sa régression maximale, car on sait après radiothérapie ou curithérapie que les cancers du col de l'utérus peuvent répondre plusieurs semaines après le traitement. Oui, donc oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait mis effectivement dans un délai de moins de 10 semaines, pas forcément viser les 10 semaines, mais qu'on attende effectivement le résultat. Mais il y a aussi cette tendance qui existe chez certains de tes collègues de nous faire opérer un peu plus tôt. On n'a pas très peu de données sur ça. Moi, je pense qu'il faut plutôt rester sur, 6 à 8 semaines, sur lequel on a le plus de données. D'accord. Donc vous êtes, oui, ouais, en même temps, c'est effectivement la littérature, elle était jusque-là très standard sur le 6 à 8 semaines. Je crois que tu as été tellement clair que il n'y a pas de questions, y compris de la part de tes collègues radiothérapeutes. Donc merci infiniment, Cyrus, pour ta superbe présentation. Et on va passer la parole au docteur Laurence Gladieff, qui va nous parler des patientes avec un cancer du col métastatique et localement avancé. À toi, Laurence, et merci beaucoup pour ta présence. Merci, Lobna. Parfait. Alors, effectivement, on va parler un petit peu maintenant de traitements médicaux en situation adjuvante et en situation métastatique. Et une partie des picots ont été élaborés par Soufiane Bendifala. Alors, je trouve que les orateurs précédents étaient super sympas parce qu'à part Cyrus, ils vous ont épargné la phraséologie spécifique de la recommandation PICO. Et ça me paraît important que vous puissiez l'apprécier parce que ça vous explique comment on a dû réfléchir et comment sont faites les recommandations. Donc, c'est maintenant que vous allez pouvoir en profiter si j'arrive à passer la diapositive suivante. Voilà. Donc, la première question que nous nous sommes posée en termes de traitement adjuvant, et la question vraiment basique est de savoir s'il y avait une place pour faire une chimiothérapie adjuvante chez une patiente ayant un cancer du col de stade avancé, ayant bénéficié d'une radiochimiothérapie concomitante et d'une curithérapie. À l'époque où les picots ont été élaborés, il faut se rappeler que pour faire des recommandations, c'est 12 à 18 mois de travail à peu près. Les données de la littérature étaient très disparates et très hétérogènes, avec beaucoup de séries rétrospectives ou comparatives. Seulement 2 études randomisées avec des résultats complètement opposés, une méthodologie tout à fait critiquable pour les deux, dont une n'utilisait pas en plus un protocole de chimiothérapie classique, 2 méta-analyses, dont celle de la Cochrane qui n'a pas conclu, en fait, parce que la littérature était trop pauvre pour pouvoir faire une méta-analyse correcte, et la seconde qui conclut qu'il n'y a pas de bénéfice à réaliser une chimiothérapie adjuvante. Et donc, tenant compte de l'ensemble de cette littérature et de la méthodologie, eh bien, avec ce dont nous disposions à ce moment-là, il n'était pas possible de démontrer de bénéfice à l'adjonction d'une chimiothérapie adjuvante avec un protocole classique qui associe donc un sel de platine et du paclitaxel après une radiochimiothérapie suivie de curie pour une population de patientes non sélectionnées. Et on ne pouvait pas non plus, dans la littérature à notre disposition, individualiser des caractères prédictifs qui pourraient nous permettre de sélectionner une sous-population de patientes qui pourraient en tirer bénéfice. Et donc, au final, nous ne pouvons pas établir de recommandations dans cette situation-là. La deuxième question, c'est la même, sauf que cette fois-ci, on s'adresse à une population d'encore plus mauvais pronostic, puisque ce sont des patientes qui ont eu une radiochimiothérapie suivie de curithérapie et un contrôle incomplet de la maladie, nécessitant une prise en charge chirurgicale. Est-ce que dans ces situations-là, la chimiothérapie permet d'améliorer le pronostic? Ici aussi, nous n'avons pas d'éléments pour répondre à cette question dans la littérature, puisque la chirurgie dans ces situations-là est souvent une chirurgie large allant jusqu'à l'exentération pelvienne, et la littérature va s'intéresser beaucoup plus aux complications de cette chirurgie qu'à l'intérêt d'associer une chimiothérapie. Et donc, dans cette situation-là, il n'y a pas non plus de recommandations retenues. Et donc, si on traduit un petit peu différemment de la méthodologie PICO, les données actuelles de la littérature ne nous permettent en aucun cas de recommander
recommander la réalisation d'une chimiothérapie adjuvante chez une patiente traitée pour un cancer du col par radiochimiothérapie et curithérapie, quels que soient les critères pronostiques par ailleurs. La troisième question que l'on s'est posée en situation adjuvante, c'est dans les deux mêmes situations que celles que l'on vient d'évoquer, est-ce que le fait d'adjoindre du bevacizumab à la chimiothérapie en situation adjuvante peut avoir un intérêt? Nous avons ici une seule étude qui est la GOG 240, qui est l'étude qui a démontré le bénéfice de l'adjonction du bevacizumab à une chimiothérapie dans une population de patientes majoritairement métastatiques. Dans les critères d'inclusion, il y avait effectivement la possibilité d'inclure des patientes qui avaient une maladie loco-régionalement avancée, mais cette sous-population n'est pas analysée de façon individuelle dans la GOG. Donc, on n'a pas non plus de données dans la littérature qui nous permettent de répondre à cette question de la place du bevacizumab. Donc, toujours pas de recommandation, mais en clair, ça veut dire que il n'y a déjà pas d'indication à faire une chimiothérapie adjuvante. Il n'y a donc sûrement pas d'indication à faire une chimiothérapie adjuvante plus bevacizumab dans ces populations de patientes. On passe à la maladie métastatique. On s'est posé une question très précise, vous le voyez, qui était de savoir si pour une patiente qui était prise en charge pour un cancer du col de l'utérus en carcinose péritonéale, qui est une situation rare, hein, c'est moins de 1% des patientes que l'on prend en charge, est-ce que lorsque ces patientes ont bien répondu à une chimiothérapie première, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un traitement loco-régional? Et en fait, cette question, pour moi, pose une question beaucoup plus large, qui est de savoir quelle est la place de l'optimisation du traitement loco-régional, c'est-à-dire de la radiochimiothérapie cervicale plus ou moins ganglionnaire en situation de maladie métastatique contrôlée par la chimiothérapie. Il n'y a pas de données dans la littérature pour répondre à cette question et elle relève d'une discussion au cas par cas en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et là encore, on ne peut pas faire de recommandations selon la méthodologie utilisée. Toujours dans la maladie métastatique, on s'est également posé la question de savoir si le délai de mise en route du traitement allait permettre d'améliorer le pronostic de ces patientes avec un cut-off à 8 semaines, qui est un cut-off assez classique. Une fois encore, pas de données dans la littérature qui permettent de répondre à cette question. Donc, si on ne reformule pas de recommandations, il y a quand même le bon vieux sens clinique qui vous permet de préjuger du fait que lorsque vous avez une maladie avec une forte charge tumorale et très symptomatique, plus tôt vous allez commencer le traitement et plus vous allez améliorer la qualité de vie de la patiente, même si malheureusement vous n'améliorerez pas son pronostic et sa durée de vie. Autre question dans la maladie métastatique, pour les patientes qui ont un cancer du col de l'utérus d'emblée métastatique, et en fait cette question elle peut complètement être extrapolée aux maladies secondairement métastatiques, hein, c'est tout à fait le même raisonnement. Est-ce qu'il y a un bénéfice à associer à la chimiothérapie à base de sel de platine une immunothérapie plus ou moins bevacizumab? Alors là, on commence à rentrer dans des données de la littérature qui sont quand même beaucoup plus solides, puisque on dispose de une étude, deux, disons, pour répondre à la double question de l'immunothérapie et du bevacizumab. Je vous reparle de l'étude de la GOG 240 dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui avait démontré le bénéfice d'adjoindre à une chimiothérapie en situation métastatique le bevacizumab, avec une réduction du risque de décès de 23%, qui était l'objectif principal de cette étude, et également une réduction du risque de rechute de 32%. Et pour répondre à la question de la place de l'immunothérapie dans ces situations de maladies métastatiques, eh bien, nous avons l'étude Keynote 826 qui a été publiée assez récemment, où là aussi était proposée aux patientes une chimiothérapie à base de sel de platine, associée à une immunothérapie, en l'occurrence le pembrolizumab,
la prescription du bevacizumab était laissée à l'appréciation du prescripteur, et c'est donc une étude randomisée de phase 3 en double aveugle qui a atteint son objectif, qui est de démontrer un bénéfice à la fois en survie sans rechute avec une réduction du risque de rechute de 38% et une réduction de la mortalité de 36%, en particulier pour les patientes qui expriment PDL1 selon le CPS supérieur ou égal à 1. Et donc, dans cette situation-là, nous avons pu élaborer des recommandations qui sont les suivantes. Donc, chez une femme qui a un cancer du col de l'utérus d'emblée métastatique, et je vous redis que pour les secondairement métastatiques, la recommandation est valable également, qui ont un score CPS supérieur à 1, eh bien, il est recommandé de réaliser une chimiothérapie à base de sel de platine associée à une immunothérapie, en l'occurrence le pembrolizumab, parce que c'est le seul qui a l'AMM en France à l'heure actuelle, plus ou moins bevacizumab. Et la recommandation 2 pour les patientes qui ont un score CPS inférieur à 1 ou une contre-indication à l'immunothérapie, c'est de proposer une chimiothérapie à base de sel de platine plus ou moins bevacizumab. Alors, le plus ou moins du bevacizumab pose en fait la question de la sélection des patientes pour l'utilisation de cet anti-angiogénique, avec, au-delà bien sûr des contre-indications, comme avec tous les médicaments, la problématique du risque de fistule, qui doit faire bien sélectionner les patientes, en particulier lorsqu'il y a des récidives loco-régionales, et d'essayer de bien apprécier les relations de la récidive avec la vessie en avant et le rectum en arrière, pour essayer de minimiser au maximum cette complication. Toujours en situation de maladie métastatique, euh, on s'est posé la question de savoir lorsque il y avait une maladie acide unique, donc ce qu'on appelle une maladie oligométastatique, est-ce que on devait faire uniquement de la chimiothérapie, ou bien est-ce que en cas de réponse à la chimiothérapie, le fait d'associer un traitement loco-régional du cancer du col plus un traitement loco-régional de la maladie métastatique permettait d'améliorer le pronostic. Eh bien là aussi, on n'a pas de données dans la littérature qui permettent de répondre à cette question, mais par contre, on revient à notre bon sens clinique qui va nous conduire à discuter au cas par cas en RCP, si nécessaire en RCP de recours, pour répondre à la question de la gestion de ces situations complexes. Alors, vous voyez que dans ces situations de situations adjuvantes et de maladies métastatiques, on a une littérature qui jusqu'à présent était relativement pauvre, en tout cas dans l'esprit de la méthodologie des recommandations qui demandent des essais randomisés de bonne qualité et d'assez forte puissance. Et cette dernière diapositive est juste là pour vous faire toucher du doigt la difficulté d'élaborer des recommandations aujourd'hui, parce qu'on n'a pas sitôt fini de les faire, que déjà la littérature s'est enrichie et peut faire évoluer ces recommandations. Et depuis que l'on a terminé de travailler sur les picots, eh bien, il y a 3 publications qui ont été faites concernant ces différentes situations. La première, c'est l'étude Outback qui avait été présentée il y a 2 ans et dont on attendait pas mal les résultats, qui était une étude randomisée qui posait la question donc de la chimiothérapie adjuvante par carboplatine Taxol suivant une radiochimiothérapie curithérapie. Il se trouve que cette étude est négative. On est déjà à la question de la place de l'immunothérapie en première ligne, avec une première étude publiée qui est l'étude CALA, et une autre étude qui a été présentée à l'ESMO cette année. Une étude qui est venue conforter les résultats de la keynote en situation métastatique, démontrant l'intérêt d'associer une immunothérapie du bevacizumab et une chimiothérapie pour les patientes en situation métastatique. Et puis l'étude Interlas, je crois, qui fait déjà couler pas mal d'encre, qui a été présentée à l'ESMO et qui pose la question, cette fois-ci, alors pas d'une chimiothérapie néoadjuvante, c'est une petite subtilité, mais d'une chimiothérapie d'induction suivie d'une radiochimiothérapie. Et donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de travail pour tenir à jour ces recommandations. Je vous remercie, j'ai dû parler un peu vite, ce qui a permis
de rattraper, je pense, un peu de retard. Merci beaucoup, Laurence, notre oncologue préféré. Alors, il y a pas de questions sur le chat, mais là, je vois qu'on va pouvoir faire une actualisation du coup de la question là, avec les publications que tu viens de nous montrer. Ah, oui, surtout il va falloir attendre la publication de la deuxième étude avec le pembrolizumab associé à la radiochimie, puisque Kala est négative et Salah est positive. Et puis, il y a vraiment la question de cette chimiothérapie d'induction avant radiochimio, mais là aussi, il faut attendre la publication pour avoir tout le détail. Donc oui, sûrement qu'il faudra faire une petite actualisation. C'est clair. Alors moi, il va y avoir deux questions. Alors la première, c'est c'est une question de Lobna qui est si tu as une patiente qui est à un petit stade du col, qui est un ganglion pelvien positif avec une TEP négative en lombo aortique et qui est positive en susclave, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est des situations qui arrivent de temps en temps. Là, si elle est positive en susclave, pour moi, on est dans la maladie métastatique, hein. Ouais. Pour moi, c'est un traitement systémique. Et si elle est en bonne réponse, après la question, c'est bien parce que là, on regroupe finalement deux questions, et parce qu'après la deuxième question derrière, c'est si on est en très bonne réponse, est-ce que on va lui proposer une irradiation bicite? Alors, il y a quelques années, j'aurais dit pourquoi pas une irradiation bicite finalement. Ouais. Euh, une irradiation pelvienne éventuellement étendue en lombo-aortique, Cyrus pourrait nous donner son avis, et une irradiation susclaviculaire. Mais maintenant, je crois avec les résultats quand même qu'on voit avec l'immunothérapie, ça vaut le coup de partir plutôt sur un traitement systémique. Mais Ouais. c'est une question très, très intéressante, hein. Ouais, c'est complexe. Et alors, j'ai une autre question, ce qui n'est pas forcément recommandé actuellement, c'est enfin, ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs tout court, mais si on sort un petit peu des lignes, chez une patiente jeune, chez qui on va avoir une tumeur de 2,5 cm, chez qui on veut faire un éventuellement traitement conservateur, qu'est-ce qu'on va faire comme chimiothérapie d'induction? Ça, c'est aussi une excellente question qu'on n'a pas abordée puisqu'on n'a pas regardé la question Ouais. Mais il y a pas grand-chose, hein. Là, du c'est un avis néoadjuvant parce d'expert, que hein. C'est ton non, avis que je veux, hein. ouais, il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de biblio là-dessus. Euh, très honnêtement, mais c'est vraiment une réponse individuelle. Je suis pas très favorable à la chimiothérapie de réduction du volume tumoral pour améliorer, enfin, pour améliorer, pour modifier le traitement loco-régional. Probablement parce que j'ai eu quelques mauvaises expériences dans ces situations-là. Et donc, je crois que euh, si on doit s'orienter vers cette proposition-là, c'est vraiment dans des situations extrêmement précises, avec des patientes qui ont vraiment des désirs de fertilité, qui ont bien compris la problématique. Et si l'indication est retenue, validée par une RCP de recours, je resterai pour l'instant dans de la chimio classique avec un platine Taxol toutes les 3 semaines, en attendant d'avoir un peu plus d'infos sur cette chimiothérapie d'induction qui est proposée dans l'Interlès. Parce que c'est une chimiothérapie hebdomadaire limitée à 6 semaines. Donc, d'un point de vue de concept de chimiothérapie, c'est un peu particulier. Bon, enfin, effectivement, hein, c'est pas du tout ce qui est recommandé. Là, on sort complètement du champ et ça doit pas être recommandable d'ailleurs. En tout cas, Laurent, je te remercie beaucoup pour la clarté et ton input sur la chimio. On va bientôt te ressolliciter pour d'autres co, t'imagines bien, on adore travailler avec toi. Merci Cyril, je sais pas si tu dois te dire merci. Non, je sais pas si c'est un merci que tu dois me dire, hein, mais en tout cas, on en profite, on va dire. Et donc, je vais passer la parole à Lobna et Xavier qui vont nous faire
la synthèse de CRPC qu'on vous a présenté depuis tout à l'heure. Et merci à eux qui avaient coordonné CRPC l'an dernier sous la promotion du collège et de toutes les autres sociétés savantes. Merci beaucoup Cyril pour cette présentation. En aparté, je tiens encore une fois à remercier l'ensemble des experts qui ont participé à la qualité du travail qu'on a pu fournir. Et je remercie encore une fois tout particulièrement Xavier Carcopino avec qui j'ai apprécié de travailler sur ces recommandations et qui a géré d'une main de maître ce webinaire que nous avons ce soir, puisqu'il l'a géré de sa propre institution. Et l'idée de ces dernières slides, c'est que vous partiez avec des messages clairs. Et donc on va vous présenter les arbres décisionnels et le premier, c'est pour les petits stades. Xavier, on t'entend pas? C'est bon, voilà, Lomna, je suis là. Je tiens aussi à te remercier c'est un plaisir de travailler avec toi et tu le sais. Et c'est effectivement extrêmement important de remercier tous les experts qui ont participé à ces recommandations parce que c'est chaque année un énorme travail et on espère pouvoir vous offrir la publication de tout ça assez rapidement. C'est en finalisation. Alors, on va voir ensemble les différents arbres en fonction des stades euh, FIGO du cancer. On va commencer avec les cancers qu'on pourrait qualifier de micro-invasifs 1 à 2. Je vous rappelle, invasion de moins de 3 mm de profondeur, invasion de moins de 5 mm de profondeur. Pour ces stades, vous savez que la prise en charge initiale va être une conisation dont l'objectif est d'obtenir des marges saines. Alors, cette conisation, elle peut être faite intentionnellement en sachant déjà qu'il y a une micro-invasion ou bien sur la découverte fortuite d'une micro-invasion sur une pièce de conisation pour un haut grade, comme vous le savez. Dans la situation du 1 à 1 sans embol, en fait, on va avoir pas d'indication de chirurgie ganglionnaire, puisque vous l'avez vu avec Geoffroy qui vous a présenté un risque d'envahissement ganglionnaire qui est faible dans cette population. On n'a pas de nécessité d'une stratification, et d'ailleurs, il n'y a pas d'indication non plus d'imagerie spécifique en vue d'évaluation de ces ganglions, et ce sera la fin du traitement. On a une option pour ces patientes qui est l'option de proposer une hystérectomie simple, c'est-à-dire non élargie aux paramètres. La probabilité d'envahissement des paramètres est ici quasiment nulle. Et dans ce cas-là, vous pourrez parfaitement proposer une conservation ovarienne à ces patientes. Dans le cas des patientes pour lesquelles on a un pronostic qui est un peu plus sombre, donc les patientes 1 avec embol, où je vous rappelle ce que vous présentez, Geoffroy, avec un risque d'envahissement ganglionnaire qui monte au-dessus de 5%, et pour les patientes 1 à 2, pour lesquelles le risque d'envahissement ganglionnaire avoisine les 10%, qu'il y ait ou non des emboles, avec un risque qui augmente avec la présence des emboles, et bien dans ces cas-là, il faudra réaliser un geste ganglionnaire avec une stadification ganglionnaire chirurgicale qui va reposer, comme vous l'a dit Alejandra, sur une évaluation pelvienne par ganglion sentinelle pelvien, associé encore aujourd'hui à un curage pelvien systématique bilatéral. Dans le cas où la patiente est N-, on peut proposer une fin de traitement ici ou proposer une hystérectomie, sachant que l'hystérectomie est une option et n'est pas une recommandation. Il faudra, dans ce cas-là, réaliser une hystérectomie là aussi simple et on pourra proposer une préservation ovarienne si la patiente n'est pas ménopausée. Dans le cas où la patiente est N+, ben, on est d'emblée dans une autre maladie, on passe tout de suite au stade 3C et 3C1, et donc il n'y a pas d'indication à aller à proposer un traitement conservateur ici. Et il faudra donc abandonner le projet de chirurgie utérine, et vous avez donc une situation où on a une atteinte ganglionnaire pelvienne, et il faudra donc proposer un curage lombo-aortique de stadification. Le traitement deviendra évidemment derrière une radiochimio, une curithérapie selon le consensus. Lomna, je te laisse la parole pour la suite. On va essayer de se coordonner. Là, on va faire l'arbre décisionnel pour les stades 1B1. Et comme vous l'a expliqué Geoffroy dans son excellente présentation sur la conisation, c'est l'indication qui a été modifiée. Donc il faut faire une conisation diagnostique
et sûrement pas à chercher à tout prix à être insano, comme on l'a dit au départ. Donc c'est une colonisation diagnostique pour mettre le stade précis avec les éléments anapates qui nous permettent d'être décisionnels, associé avec la stadification ganglionnaire, avec un prélèvement du ganglion sentinelle, avec un prélèvement avec un curage pelvien bilatéral en attendant les résultats de Santicol comme vous l'a présenté Alejandra. Et là, on va réfléchir en fonction, bien sûr, des résultats des prélèvements ganglionnaires. Soit il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire et on est réellement sur un stade 1B1. Et là, vous allez réfléchir, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction du risque de la maladie. Donc, soit on est à bas risque, soit on est à haut risque. Et qu'est-ce qui est à bas risque? Là, probablement qu'on va se caler sur ce qui a été qualifié de bas risque dans les C-shape. Et je rappelle encore une fois que les bas risques, c'est une lésion qui est épidermoïde, adéno-KHPV ou adénosquameuse. Donc on est sur des types histo standards. On a moins de 10 mm d'invasion stromale et on a moins de 50% d'invasion stromale sur l'IRM. Et c'est tout grade confondu dans les C-shape, contrairement à ce qu'on pourrait trouver sur les C-conserves. Et même dans ces bas risques, on peut dire que le traitement standard, c'est la colpohystérectomie élargie par laparotomie. Et on peut être conservateur dans les bas risques des ovaires et pas des trompes. Mais on retient la notion d'hystérectomie simple par voie laparotomique. Donc on ne plus élargir par extrapolation au résultat de l'essai SHAPE. Et comme l'a souligné Marie Plante sur plusieurs de ses présentations, même si elle parle d'hystérectomie simple, elle a constaté dans les inclusions qu'il y avait beaucoup de cols qui étaient coagulés en fonction de la technique de l'hystérectomie. Donc même quand on parle d'hystérectomie simple, elle préconisait dans les inclusions qui est 5 mm de vagin, même sur une hystérectomie simple. Si on n'est pas sur une lésion à bas risque, donc c'est toutes les autres lésions, et ben le traitement standard, c'est une colpohystérectomie élargie par voie laparotomique. Et on peut être conservateur des ovaires et toujours pas des trompes. On soit bien d'accord. Et là, on replace la présentation du professeur Chargari, c'est-à-dire qu'on a l'option, même si elle est franco-française, l'option de la curithérapie préopératoire suivie d'une hystérectomie simple. Si on n'est pas, si on est en présence d'une atteinte ganglionnaire, on est, comme vous l'a dit Xavier, en présence d'une atteinte de stade 3C, on abandonne la chirurgie utérine. C'est pour ça que d'où venait l'idée de la dissociation de la chirurgie ganglionnaire. On fait un prélèvement ganglionnaire lambo-aortique avec comme limite supérieure l'artère mésentérique inférieure et le traitement de la patiente devient une radiochimiothérapie suivie de curithérapie. Alors, pour la suite, on va parler maintenant des 1B2, donc les tumeurs qui sont entre 2 et 4 cm de plus grand diamètre. On va distinguer un seuil clé qui ressort dans les données de la littérature. D'ailleurs, dans sa présentation, Cyrus Chargari vous a rappelé ce seuil comme facteur pronostic important. C'est le seuil de la DAI avec 3 cm. En dessous de 3 cm, vous allez proposer une stadification ganglionnaire première chirurgicale avec un ganglion sentinelle pelvien associé à un curage pelvien bilatéral. Si la patiente ne présente pas d'atteinte ganglionnaire, le standard reste la colpohystérectomie élargie avec possibilité d'une conservation ovarienne, avec comme voie d'abord une voie d'abord par laparotomie. Et vous avez compris qu'on serait plutôt enclin à vous conseiller une stratégie en plusieurs temps, c'est-à-dire une analyse définitive du ganglion sentinelle et une chirurgie ensuite dans un deuxième temps. Dans ce cas-là, la laparotomie peut tout à fait être proposée par abord transversal, mais là, je m'avance, on n'a pas avancé de recommandations sur la voie d'abord, mais ça peut être une discussion. L'option dans ces cas-là, et là je reprends ce que vous a présenté Cyrus, c'est de proposer une curithérapie première à ces patientes qui ont donc une tumeur 1B2 de moins de 3 cm, pour lesquelles on peut proposer derrière une hystérectomie simple, vous l'avez compris.
Dans le cas où la patiente est N+, eh bien, on se retrouve toujours sur la même chose, à savoir un abandon de la chirurgie utérine qui ne peut pas être proposé comme standard thérapeutique, et il faudra que cette patiente bénéficie d'une radiochimio et d'une curithérapie, et au préalable, on va réaliser un curage lomboartique de stadification. Concernant les tumeurs de plus de 3 cm, retenez que le 1B2 est en fait un groupe qui pourrait être divisé, enfin un stade qui pourrait être divisé quasiment en deux stades, hein, un B1, un B2A et un B2B, on pourrait presque dire ça, sur ce critère de la taille. Eh bien, il faut abandonner les stratégies chirurgicales. Il n'y a pas d'indication ici à proposer un curage lomboartique, comme vous l'a expliqué Alejandra, sachant qu'on a des patientes qui, à l'imagerie, n'ont pas d'atteinte ganglionnaire identifiée. Et donc, on va proposer une radiochimio et une curithérapie d'emblée. On passe ensuite à l'arbre décisionnel qui concerne les cancers du col avancé. Donc en premier lieu les stades 1B3 et 3B, et comme vous l'a parfaitement bien expliqué Alejandra, là il n'y a pas place à la stadification ganglionnaire, qu'elle soit pelvienne ou lomboartique. On passe d'emblée à la radiochimio-curithérapie pour ces patientes en se basant sur les résultats du TEP scanner. Ensuite pour les stades 3C1, comme vous l'avez également expliqué Alejandra, c'est la seule situation où on a laissé la place au curage lomboartique de stadification, sans association à prélèvement ganglionnaire pelvien, et bien entendu le traitement et la radiochimio-curithérapie. Ensuite, les stades 3C2 et les stades 4A, on ne fait toujours pas de curage pelvien de stadification. Par contre, dans des indications ultra sélectionnées en réunion du comité pluridisciplinaire, on peut discuter dans certaines situations un curage lomboartique de stadification par voie cœlioscopique. On ne convertit pas pour faire un curage lomboartique en aparté, et la limite supérieure est l'artère mésentérique inférieure avant de faire un traitement par radio chimio suivi de curithérapie. Alors, concernant la préservation de la fertilité, quelques messages simples avant de vous présenter l'arbre. Bon, d'abord, pour les petits stades 1A1 et 1A2, quel que soit le statut en termes d'embol, le choix premier sera celui d'une conisation. Donc, le traitement préservant la fertilité d'emblée, c'est celui-ci. Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Le vrai enjeu, ça va être les 1B1 pour lesquels il y aura l'association d'une conisation et d'un ganglion sentinelle pelvien associé à un curage pelvien bilatéral. On va y revenir sur les arbres. Pour les 1B2, à partir de stade 1B2, il n'est pas envisageable de proposer une préservation de la fertilité, vous allez le voir, selon les recommandations. Et un point extrêmement important, nous n'avons pas recommandé la possibilité de proposer à des patientes une chimiothérapie néoadjuvante devant en fait les mauvais résultats présentés par les études publiées. Ça, je pense que c'est un point qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, une chimiothérapie néoadjuvante pourrait être proposée dans le cadre d'essais, mais les données actuelles publiées sont défavorables et ne nous poussent pas à proposer cette attitude à nos patientes en standard. Concernant les patientes N+, bon, bah, vous le savez, il n'y a pas de proposition de préservation de la fertilité. On est dans une indication de radiochimio et de curithérapie, et donc la question ne se pose pas. Donc pour les arbres, il faut savoir que d'abord, on va se retrouver avec des critères histologiques un peu comme les mêmes d'ailleurs que ceux que vous a donné Lobna dans les critères d'inclusion de l'essai SHAPE, à savoir des types histologiques classiques, carcinome épidermoïde ou adénocarcinome HPV induit, incluant donc les adénosquameux. Si on n'est pas sur un type histologique standard, il y a un abandon des possibilités de préservation de la fertilité, ça il faut être très clair. Dans les cadres de type histologique classique, pour les 1A, 1A2, c'est la conisation. Pour les 1B1, on va pouvoir discuter, et c'est surtout pour celle-là, et pour les 1B2, vous vous rappelez qu'on va abandonner cette stratégie. Donc, si on n'est pas en 1B1, si on est au-dessus, il faut abandonner la préservation de la fertilité qui n'est pas recommandée et on oublie donc cette stratégie potentielle de chimiothérapie néoadjuvante. Alors, Laurence nous en a parlé un petit peu tout à l'heure hein, dans un autre cadre en disant bah, si dans le but d'une chirurgie d'hystérectomie, eh ben, on a déjà des données qui sont quand même pour de chimio néoadjuvante pour la préservation de la fertilité et elles ne sont pas encourageantes, sachant qu'on a un risque de récidive et que la récidive est très fortement associée au risque de décès de la patiente.
Donc, si on a une patiente qui est 1B1, c'est vraiment là où l'arbre va avoir tout un intérêt. Eh bien, il y a une indication à faire une conisation avec ganglion sentinelle et curage pelvien bilatéral. Et je pense qu'il est important, à mon sens, d'attendre, mais ça n'engage que moi, on peut en discuter, hein, d'attendre d'avoir les résultats de cette chirurgie avant de vraiment parler de possibilité de préservation de la fertilité aux patientes, parce qu'il est difficile de leur faire miroiter cette possibilité tant qu'on n'a pas les résultats de cette conisation pour ces patientes supposées 1B1 en imagerie. Donc si elles sont N+, le projet de préservation de la fertilité va être abandonné et on va passer une radiochimio-curithérapie avec un curage lombo-aortique. Et ça, je crois qu'il faut être très clair. Il y a aussi une flèche qu'on pourrait rajouter, comme vous l'avez dit, Geoffroy, c'est dans certains cas de patientes qui étaient classées 1B1 en imagerie, qui sont reclassées 1B2 en conisation sur la taille avec une sous-évaluation de l'imagerie. Ben là aussi, il faudra abandonner cette stratégie. Et en fait, c'est pour les patientes N-1B1 à bas risque tout particulièrement qu'on va pouvoir proposer donc cette préservation de la fertilité dans des conditions les plus sereines. Donc bas risque, ça veut dire moins de 10 mm d'invasion et absence d'embole. Dans ce cas-là, on peut proposer une trachélectomie élargie qui restait le standard avant la publication de SHAPE, avec en option une trachélectomie simple. Je pense que depuis la publication de l'essai SHAPE, on peut très bien mettre que le standard deviendrait pour ces patientes-là une trachélectomie simple. Mais alors attention, quand on dit trachélectomie simple, ça veut bien dire amputation du col. Ça ne veut pas dire conisation en marge saine, hein. Attention, ne vous méprenez pas sur le terme utilisé. Ça veut dire une amputation du col, une vraie trachélectomie, c'est-à-dire qu'on va disséquer le col et qu'on va l'amputer jusqu'à l'isthme. Si on a une patiente qui n'est pas à Barry, c'est-à-dire une invasion, un 1B1 avec une invasion en profondeur de plus de 10 mm et ou la présence d'embole, eh bien dans ces cas-là, je pense que les recommandations restent d'actualité avec l'indication d'une trachélectomie élargie. Voilà, donc je m'arrêterai là. Cette diapositive, elle est juste pour remercier encore une fois, Lobna l'a déjà fait, tous les experts qui ont fait vraiment un travail extraordinaire, hein, parce que je vous assure que faire une revue de la littérature, et on a plus de 160 picots qui ont été rédigés, d'où la difficulté aussi de publier ces recommandations. Donc je vous assure que c'est un travail important. Et j'en profite également pour remercier les relecteurs. Et puis, évidemment, Cyril, bon, tu n'as pas remercié Cyril, mais en tant que méthodologiste, tu nous as été très précieux pour ces recommandations. Voilà. Eh ben super. Eh ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. On a largement dépassé le temps imparti, comme dirait l'autre. Ce sera disponible en replay sur la plupart des sites des sociétés savantes. Et voilà, s'il n'y a pas là dans le chat, il n'y a pas de questions particulières. De toute façon, la synthèse était à mon sens très claire. Voilà, bah écoutez, Lobna et Xavier, je vous laisse conclure. Lomna, honneur à toi. Et bah écoute, encore une fois, je remercie tout le monde et je remercie les courageux qui ont pu rester avec nous jusqu'au bout. Désolée pour la voix qui s'éteint de plus en plus. Donc je ne vais pas m'attarder comme vous l'a dit Xavier, publication on espère dans les 6 mois. Si on est suffisamment rigoureux, on espère que vous aurez à disposition la publication de ces recommandations. Merci beaucoup, Et, merci Lomna, merci à tous. Merci Laurence, merci Cyrus, merci Geoffroy. Et merci Lomna d'avoir remplacé Vitold au pied levé. C'était un vrai défi. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. et merci à Xavier, Lobna et Cyril et chapeau bas pour tout le travail effectué parce que c'était vraiment un sacré travail de coordonner tout ça. Bravo. Et Allez, Laurence, on ne t'oublie pas pour les prochaines, hein. Merci Cyril, je compte bien. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bisous au à revoir. tous. Au revoir. Au revoir Alejandra.